dégage quelque chose de différent, je trouve, lequel. Ouais, c'est une... Ça permet bien de commencer. Le truc D'accord. vient de se lancer. Donc si tu veux faire une entrée en matière ou quoi. Ah non. Je voulais que ce soit. Dire bonsoir ou dire bienvenue. Je dis pas bonsoir aux gens. Non, soit. Non, mais l'idée, c'est de faire. Peut-être juste si tu. Ouais, si juste. tu Et au niveau du son, le ton que vous parlez, c'est bien, mais idéalement pas trop fort pour être sûr que ce soit pas saturé. Mais enfin, rester naturel. Moins fort. Non, pas moins fort, mais pas, enfin, en mode normal, quoi. Ok. C'est comme je sais pas vraiment le contrôler le son. Ok. Il reste sur un stade. Pas gueuler, quoi. Pas gueuler. Mais je j'aime pas les entrées en matière parce que du coup ça. Je préfère qu'il y ait une discussion qui se passe et puis après durer c'est durer. Mais du coup ça m'a cassé. Si tu veux, je continue ce que je te disais. Mais du coup, on boit des verres avec elle, c'est complètement une pote. Enfin, c'est pas du tout. Il n'y a pas du tout de trucs hiérarchiques comme ils peuvent exister, à mon avis, dans d'autres cabinets de ministres, tout ça. Ouais. Et ça, j'aurais détesté personnellement. Quoi. Mais là, c'est pas du tout ça. Donc, c'est complètement du militantisme à échelle institutionnelle, on va dire. Mais est-ce qu'on peut faire du militantisme à l'échelle institutionnelle ? Vraiment, oui, à fond. C'est super important. Parce que ça n'existe pas. Donc, il faut mettre le verre dans la pomme. Et il faut tirer, pousser les autres ministres à s'aligner. Ou il faut, il faut se contrôler parce que sinon, tu passes pour un cinglé. Enfin, tu n'es pas vite pour un cinglé dans mon politique si tu sors un peu des trucs. Et donc, il faut le faire de manière maligne, mais c'est hyper important, ouais. Parce que... Mais elle est ministre de quoi ? De l'égalité des genres, des chances et de la diversité. Ça fait toujours bizarre, le ministère pour la chance. Enfin, c'est pour équilibrer la chance entre les citoyens, quoi. Ouais. Et des genres, c'est la première fois qu'un ministère en Belgique s'appelle comme ça. Ça, c'est super, ouais. Pour bien séparer, donc genre pour mettre évidemment les femmes, mais aussi les personnes trans, aussi, et aussi séparer femmes de diversité et de chance, parce que ça c'est pas la même chose, tu vois. Et les femmes c'est pas une minorité, c'est même une majorité. Et aussi pour vraiment faire ressortir ces trois choses, quoi. Donc ça c'est un peu nouveau. Ok. Droit des femmes c'est un peu ridicule, droit des femmes, ça c'est un peu années 80. Ouais, à fond. Donc c'est mieux. Ok. Et elle a quel moyen pour sa mission ? Pas beaucoup de moyens. En fait, c'est un petit secrétariat d'État qui dépend du service public fédéral de la... Je sais même plus quoi, de la santé, de la justice, je crois. Ok. J'oublie tout le temps. Mais donc, on n'a pas beaucoup d'argent et c'est pas symbolique, mais disons qu'on peut faire la bataille culturelle dans les idées, ça c'est super important. Et il y a quand même moyen de changer des lois, des trucs comme ça qui coûtent rien. Mais on n'a pas beaucoup de budget, non. C'est pas un truc qui subsidie, ça c'est plus les régions en Belgique. Comment est-ce qu'on peut changer les idées ? Mais juste en faisant de la com, quoi, en gros. Oui, et en faisant des déplacements, et en allant rencontrer les gens, et en faisant remonter du terrain les trucs, et en faisant changer, par exemple, on aurait bien inscrit le féminicide dans le code pénal, changer la constitution aussi, pour mettre que l'article 150 de la constitution qui condamne le racisme condamne aussi le sexisme, et aussi des trucs comme ça. Alors, la loi pour les personnes trans, on aurait bien la changer, la loi pour les personnes intersexes, on va bientôt la changer. Il y a une loi pour les personnes trans ? Oui, il y a une loi pour pouvoir changer de genre. Ok. Tu veux que je t'explique ? Oui. Donc si tu es une personne, donc quand tu nais, tu vas être assigné à un genre à la naissance, donc on va dire que c'est un homme ou c'est une femme. En général, on assigne le genre en fonction de la biologie de la personne, quoi, de son sexe en fait. Okay. Donc quand tu as un corps mâle, on va dire que c'est un garçon, quand tu as un corps femelle, on va dire que c'est une fille. Okay. Sauf qu'il y a une partie de la population, c'est difficile à chiffrer, mais on estime environ 3% de la population, qui ne se reconnaît pas dans le genre dans lequel on l'a assigné à la naissance, et qui donc en grandissant, ou jeune, parfois très jeune, parfois plus vieux, va se dire en fait moi je suis une femme, je me sens femme, je ne suis pas du tout un homme et je ne suis pas à l'aise avec ce genre qu'on m'a assigné, ou l'inverse, ou bien même pas, parfois non binaire, tu vois, il y a plein de possibilités. Et après la personne va se dire j'aimerais bien évoluer dans mon genre d'une manière ou d'une autre, alors soit tu peux changer ta tenue, te maquiller, changer tes cheveux, changer ton prénom, changer ton genre comme tu l'utilises dans la vie, donc on t'appelle elle et pas il ou il et pas elle, et tu peux faire des opérations aussi de chirurgie, ça c'est beaucoup moins courant mais ça existe aussi. Et si tu veux changer ta carte d'identité à la commune, tu peux, c'est gratuit, c'est pas gratuit, c'est pas cher mais c'est pas gratuit,
Et tu peux aller à la commune de ton choix, là où tu résides, chez moi à Scarbeck par exemple, et tu vas dire je voudrais changer mon genre en elle, je voudrais changer mon prénom en ton prénom que tu veux. Et donc ça c'est permis, alors qu'avant c'était hyper compliqué, jusqu'en 2017 tu devais être stérilisé, tu devais avoir un psychiatre, tu devais faire des opérations chirurgicales, et tu devais prendre un traitement hormonal. Et maintenant n'importe qui, sans avoir fait quoi que ce soit, peut faire ça. Ok. Sauf que c'était une seule fois dans ta vie. Et donc cette loi-là a été contestée à la Cour constitutionnelle en disant, en fait non, pas une seule fois. Donc, les gens ont le droit de changer, de se marier, de divorcer 10 fois dans leur vie. Ils ont aussi le droit de changer de genre 10 fois dans leur vie, s'ils le souhaitent. Et donc la loi maintenant doit être refaite, et donc on va la refaire en fonction de ça. Et aussi on essaie de supprimer le fait que les personnes à partir de 16 ans doivent encore voir un psychiatre. Quand tu es majeur, tu l'as plus. Mais quand tu as 16 ans, de 16 ans à 18 ans, tu dois voir un psychiatre encore pour changer. Et ça, on aimerait bien retirer. Parce qu'on pense pas que ça relève de la psychiatrie. Je trouve ça super intéressant. Mais en fait, c'est ça. C'est pour ça que je voulais te voir. J'ai pris l'habitude, je me suis rendu compte ces derniers mois que les meilleures discussions, je les ai toujours eues autour d'une bonne bière. Et donc, du coup, je voulais lancer un podcast sur justement l'idée de boire mes verres et de parler de sujets hyper intéressants ou qui méritent qu'on s'y pose un petit peu. Et donc voilà, je suis très content de te voir. Merci. Moi aussi, je suis content d'être là. Mais ouais, je me posais une question. Il y a une semaine, j'ai une amie qui bosse dans une librairie. Et elle m'a dit qu'en gros, il y avait deux mecs qui se tenaient la main. Mm-hmm. Et sa collègue, elle était choquée de ça. Elle trouvait que... pas en public, quoi. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même dingue qu'en 2020, on en serait toujours là. Et puis je me suis dit que en fait, moi, il y a quelques temps, j'avais toujours ce genre de pensée. Puis j'ai rencontré pas mal de gens qui sont, j'allais dire de gauche, mais des gens ouverts, je veux dire, c'est tout ça, qui m'ont montré... Souvent, ça va ensemble. Souvent, ça va ensemble. Mais du coup, ouais, je me suis dit... je me pose la question, c'est comment ça se fait qu'en 2020, on est toujours là, quoi. Voilà, 2021 même. Ouais, 2021. Mais c'est difficile à expliquer. En fait, le problème, c'est que... Enfin, il y a énormément de choses différentes qui se croisent. Parce que d'abord, tu as le système patriarcal, c'est-à-dire le système dans lequel on fonctionne en Belgique, dans lequel la majorité des sociétés du monde fonctionnent. Ouais. C'est un système où l'homme est au-dessus de tout, et l'homme choisit, est le patron du système, quoi. Ouais, et donc... une définition précise de l'homme en plus, pas l'homme n'importe quel homme, quoi. Un certain type d'homme est le patron du système. Et donc lui choisit un petit peu comment ça se passe, c'est-à-dire que les femmes sont au service de l'homme, à la fois au niveau pratico-pratique, c'est-à-dire qu'elles font elles tiennent les ménages des hommes, encore énormément. Et elles doivent être sexuellement désirables pour l'homme, comme lui a envie qu'elles soient, en fonction des époques et des régions du monde. Ouais. Et elle doit obéir à l'homme, quoi. C'est le patron. Ouais. Alors, évidemment, ça a évolué heureusement là-dessus, mais bon, en Belgique, les femmes ne pouvaient pas voter avant 1948. Et tu vois, mes grands-parents, mon grand-père est mort il y a quelques mois, il avait 101 ans, et il a connu un pays où on ne pouvait pas, d'abord en Italie et puis en Belgique, où on ne pouvait pas... les femmes ne pouvaient pas avoir un chéquier, les femmes ne pouvaient pas voter, les femmes ne pouvaient pas prendre la parole, les femmes ne pouvaient pas avoir l'argent, Et donc ce truc-là a vraiment existé, ça paraît complètement fou, mais lui il l'a connu, quoi. Ouais. Il a aussi d'ailleurs connu une époque coloniale, tu vois, il a connu une époque qui n'a vraiment rien à voir avec notre époque. Mais bon, il y a des vestiges de ça, donc c'est pas si vieux, si mon grand-père l'a connu, c'est pas si vieux. Et donc ce système patriarcal, il impose aussi une manière d'être en public. Donc il y a des hommes qui trouvent que certaines femmes ne sont pas assez couvertes, et d'autres qui trouvent qu'elles sont trop couvertes, et en fait, règlent un petit peu l'espace public. Donc les hommes sont autoproclamés, certains hommes sont autoproclamés policiers de l'espace public, du patriarcat, et décident que... Mais là, c'était une femme. De quoi ? C'était une femme qui disait que les qu'elle était oui. Mais alors les femmes, elles participent au patriarcat aussi, même si elles sont des femmes. C'est-à-dire que le patriarcat, c'est un système, c'est l'homme qui choisit, mais certaines femmes se plient au système des hommes et servent les hommes. Donc par exemple, certaines femmes se disputent entre elles beaucoup en concurrence pour les hommes, et à ce moment-là, elles font le jeu du patriarcat parce qu'au lieu de faire preuve de sororité, de se soutenir l'une l'autre, en fait, elles se battent contre les hommes. Et dans les sociétés russes, par exemple, où moi j'ai travaillé à Moscou pendant 6 mois, dans la société russe, il y a une énorme compétition entre femmes. Et les femmes draguent beaucoup plus que les hommes, et elles se fightent tout le temps entre elles, et c'est très très particulier, parce qu'en fait, elles oublient complètement qu'elles sont d'une même communauté de femmes et qu'elles pourraient soutenir. Et donc en fait, c'est tout pour l'homme.
Et donc pour plaire physiquement à l'homme, pour que l'homme soit content, pour que ce soit elle et pas sa copine qui soit choisie, et donc tu vois, elle marche complètement en truc. Et en plus de ça, du coup, une personne homosexuelle ou une personne trans, par exemple un homme homosexuel, ben il transgresse le patriarcat, parce que normalement un homme ça sort avec une femme, et ça joue l'homme, ça veut dire que c'est fort, ça n'a pas peur, ça n'a pas froid, ça fait la guerre, etc. Et les hommes homosexuels, ben, ça dépend des hommes homosexuels, mais en général un peu différents. Déjà, par essence, ils sortent avec un homme, donc ils sont déjà en partie féminins dans l'esprit patriarcal, et en tout cas, ils sont en transgression de leur rôle, quoi. Et donc ça, pour le patriarcat, ça va pas du tout, parce que ça veut dire que ce gars-là, il est en train de trahir le patriarcat. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le contrôler, il faut le calmer, et il faut qu'il rentre dans les rangs et qu'il continue à respecter le système. Comme une femme lesbienne, ben, elle joue un peu à l'homme dans le système patriarcal. C'est caricature, hein, mais on se dit, mais pourquoi elle, c'est une femme, elle doit plaire à un mec, pas à une femme, et elle doit s'occuper de moi et pas des femmes, et donc c'est un peu l'idée. Et je sais pas si tu as déjà vu... Enfin, t'as déjà vu dans la rue les douanes, j'appelle ça moi les douanes du patriarcat, c'est-à-dire des mecs qui se mettent 3 d'un côté du trottoir, 2 de l'autre côté du trottoir, dans un petit trottoir, et t'es obligé de traverser le groupe de mecs. Et donc eux, ils te checkent de haut en bas si t'es assez masculin, si t'es pas assez masculin, si t'es assez féminine, pas assez féminine, si, j'ai jamais fait attention à ça. Si on peut te traiter de pute ou pas parce qu'on trouve que finalement t'es trop disponible, ou bien t'es pas assez disponible, qu'est-ce que tu fous avec ce voile, tu devrais être disponible. Et enfin, il y a toute une série de pensées comme ça, et de remarques que les hommes font dans la rue, quoi, à d'autres hommes. Et donc du coup, eux, ils font une douane. Moi, jamais arrivé de voir un groupe de femmes, 3 contre le mur, 2 contre la bagnole, qui se mettent comme ça, et tu traverses le groupe de femmes, et elles te checkent, et disent, ah ouais, il est bien, lui, ah, beau cul, ah là là. Ouais. Elles font pas ça parce que voilà, elles contrôlent pas l'espace public. Et donc les hommes font beaucoup ça, ils prennent beaucoup de place dans l'espace public. Ouais. Et donc ce truc-là, c'est le système patriarcal dans lequel on vit. Alors il y a des évolutions là-dessus évidemment, mais donc les hommes homosexuels et les femmes et les personnes trans, etc. Mais ça veut dire que dans toutes les sociétés qui sont matriarcales, c'est ok d'être homosexuel? Pas forcément, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de sociétés matriarcales déjà, mais en général, les sociétés matriarcales sont plus calmes et beaucoup moins guerrières et beaucoup moins violentes. Ouais. Mais en plus de ça, il y a l'aspect religieux. L'aspect religieux, il peut être vraiment religieux, c'est-à-dire que tu as vraiment des convictions religieuses, que tu pratiques vraiment une religion, ou bien ça peut être un vestige, un héritage religieux en Belgique. On n'est plus tellement religieux, mais il y a quand même un héritage catholique, quoi. Ouais. Et les 3 religions monothéistes, l'islam, le catholicisme et le judaïsme, interdisent l'homosexualité et critiquent l'homosexualité et considèrent que c'est un péché, etc. Et donc du coup, tu as aussi cette vieille mentalité-là, parce que par exemple en Rome antique ou en Grèce antique, l'homosexualité était beaucoup plus commune, beaucoup mieux vécue. Et donc il y a ce truc-là de religion. Le rapport à la femme aussi a beaucoup changé avec la religion. Il y a toute une histoire africaine, par exemple, qui a été totalement effacée par la colonisation des personnes trans, des personnes homosexuelles, des systèmes dans lesquels c'était accepté, etc., de bisexualité, de plusieurs genres, en Amérique du Nord, dans plein de pays du monde. Et ça, la colonisation a tout homogénéisé avec le catholicisme et aussi l'islam d'ailleurs avant, a homogénéisé l'Afrique du Nord. Et donc du coup, ça par exemple, il y a plein de vestiges de ça qui ont disparu. Donc maintenant, dans un monde où il paraît que c'est la norme, on a l'impression que le patriarcat c'est la norme et que l'homosexualité a été condamnée en tout temps, mais c'est pas vrai, ça dépend vraiment des régions du monde et des époques. Donc il y a la religion, et il y a aussi les gens qui ont peur de ce qu'ils connaissent pas, il y a la recherche d'un bouc émissaire. Quand tu n'es pas content dans ta vie, que tu souffres, que tu es frustré, que tu as des problèmes, tu recherches quelqu'un qui va être responsable de ça. Ça peut être l'immigré, ça peut être l'homosexuel, ça peut être les femmes, ça peut être tes ex, si tu veux. Et donc du coup les gens cherchent aussi des boucs émissaires, et les homosexuels paraissent vulnérables et pas soutenus par le reste de la population, donc on peut aussi se permettre de les juger. Mais bon, il y a plein de raisons différentes. Toi, tu définis comment? En termes de sexualité? Homosexuel. C'est une question. Et enfin, je veux dire, à quel moment tu t'es défini en tant qu'homosexuel? Vers 20 ans. Vers 20 ans. En fait, j'ai essayé un peu les filles, ça n'a pas trop bien marché. Mais quand tu dis ça n'a pas trop bien marché, c'est une super bonne question. C'est une question que moi je me pose souvent, c'est les filles et qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Sexuellement déjà, et j'arrivais pas à avoir des sentiments pour une fille. C'est-à-dire que la majorité de mes amis sont des filles, je m'entends méga bien avec les filles, j'ai un méga
bon contact en général. Je trouve que les filles sont beaucoup plus faciles à comprendre que les hommes, et beaucoup plus limpides pour beaucoup de trucs, et plus subtiles. Mais ça dépend des gens. Mais voilà, donc pour moi les filles c'était des amis, il n'y avait pas de séduction, il n'y avait pas de mystère, il n'y avait pas ces trucs qu'il y a entre mes femmes hétéros. Et à quel moment tu te dis, je vais tester du coup les mecs? Eh ben, vers 19 ans je crois, et j'ai expliqué à mes meilleures amies de l'époque que je crois que j'étais homosexuel, et elles m'ont embarqué dans des soirées gays, ce qui était vraiment une très mauvaise idée. Et du coup, j'étais hyper effrayé par ce monde bizarre. En plus, j'habitais pas à Bruxelles à ce moment-là, et c'est des endroits, ça n'existe pas. Tu vois, le monde hétéro, t'as des hétéros partout, mais dans le monde homosexuel, tu te retrouves dans une boîte où il y a 350 homosexuels, même plus que ça. Tu vois jamais les homosexuels aussi souvent, et regroupés quelque part. Donc c'est très bizarre, que des mecs homosexuels, et tout le monde se regarde, il y a un jeu de séduction, c'est un endroit pour se rencontrer, quoi. Du coup, ça fait peur à mort, surtout quand tu n'as jamais pratiqué et que tu sais pas très bien comment on fait. Et puis comment on approche un homme, enfin tout ça c'est bizarre, hein, mais tu dois apprendre, tu dois réapprendre tout ça. Enfin moi j'ai dû réapprendre tout ça. Et voilà, après il s'est rien passé de particulier ce jour-là. Mais après j'ai rencontré un mec sur internet. Enfin d'abord j'ai rencontré dans la vraie vie, puis après on a parlé sur internet. Et je suis un peu sorti avec lui vers 20 ans. Et c'était mon premier mec. C'est pas bizarre au tout début? C'est très bizarre. Après moi, pourtant j'ai une famille vraiment hyper ouverte qui a jamais jugé l'homosexualité. Mes parents avaient des amis homos, enfin il n'y a pas de problème, mais j'ai quand même cru pendant longtemps que c'était un gros problème et qu'il fallait que je change ça et que je redevienne normal, entre guillemets. Et du coup j'ai vraiment espéré, comme je suis pas croyant, je n'ai pas prié, mais j'ai espéré longtemps de pouvoir redevenir normal. Ça n'a jamais eu lieu, et donc du coup voilà, je me suis dit affronte ton destin. Mais bon. Excellent. Mais ouais, non, je trouve ça intéressant. Mais du coup, c'est ça, donc moi j'ai juste 1000 questions d'un coup, mais parce que je trouve ça intéressant parce que c'est la question de l'identité et c'est ce qui est intéressant parce que ce que moi je me questionne, c'est à quel moment tu te dis ça ne fonctionne pas avec les filles, donc je suis homosexuel, mais certains se seraient dit en vrai c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça en fait, tu vois, genre c'est la norme. Ah oui, mais le fait que ça fonctionne pas, c'est la norme, tu vois. Et donc rien. C'est juste, toi tu peux quand même passer à l'action de se dire ça fonctionne pas, je vais quand même tester, essayer d'autres choses, quoi. Ah oui, non, parce que je sentais que j'étais homosexuel quand même, hein. En fait depuis que je suis né je sens que je suis homosexuel. Depuis que je suis né je veux jouer la princesse et pas le prince. Et j'étais déjà un petit homo quand j'étais petit, enfin c'est un peu caricatural ce que je dis, mais je jouais avec des poupées, mais ok, je passe au truc vraiment cliché, et mes parents se disaient lui il est pédé c'est sûr, voilà. Mais, c'est vrai? Ouais, mais... Et du coup tu t'es en rejet par rapport à ça ou pas du tout? Mais c'est moi qui est en rejet personnel, et puis il faut aussi dire que tu as quand même une représentation très très négative, surtout à l'époque, moi je suis né en 86, mais de l'homosexualité à la télévision, dans ce que les gens racontaient à l'école et tout ça. Donc du coup je me suis dit je veux pas du tout être ça, ça a l'air horrible. Et du coup en grandissant, je me suis dit non, il faut que tu essaies les filles, mais je me suis un peu menti à moi-même. Mais je me suis quand même tellement convaincu que j'ai cru que j'étais quand même hétéro. Ouais. Enfin, pas longtemps quand même, mais j'ai cru. Et puis je suis revenu à la réalité, mais en fait, maintenant que je m'en rappelle, quand j'étais petit, j'étais déjà amoureux des petits garçons de ma classe, quoi. Ouais. Excellent. Donc oui, mais après, il y a des gens qui n'ont jamais essayé les filles, qui ont tout de suite dessus. Il y a des gens qui à 13 ans savent... et du blaboum, tu vois. Ouais. Non, c'est ça. C'est une des questions que je me dis, et mais j'en reviens du coup à la première question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que tu dirais du coup contre les... Enfin, parce que moi je me souviens vraiment, il y a une façon de penser, moi quand j'étais petit, il y avait la question de la... Et je ne l'ai pas relié à la question du patriarcat ou du matriarcat, la question de l'homophobie. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces gens qui... Moi, je le liais plus au fait du tissu social. Je suis entouré de gens qui sont homo, sans s'en rendre compte, homophobes, sans s'en rendre compte, c'est pas la même chose. Alors, c'est pas exactement. Et sans s'en rendre compte, et du coup tu t'en deviens, puisque c'est le tissu de ta société, t'en deviens, moi je n'y ai pas du tout ça à la question. Mais du coup qu'est-ce que tu dirais à ces gens moi je me mets dans le tas, genre à moi il y a 10 ans, comment les convaincre que c'est pas une question de perversité, mais vraiment une question d'identité. Ben oui, en fait c'est difficile ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui sont irrécupérables et qui adorent détester les autres, et tu pourras pas trop
les hommes empêchés, et il y a d'autres personnes qui sont juste un peu égarées sur ces questions-là ou incultes sur ces questions-là. Mais tu vois, par exemple, de tout le temps, les êtres humains ont essayé d'un petit peu comprendre l'homosexualité, l'hétérosexualité, la bisexualité. Alors ça s'appelait pas comme ça, c'était pas défini comme ça. Ouais, mais la sexualité de façon générale. Oui, c'est ça. Et donc l'homosexualité, la première fois que ce mot apparaît dans le dictionnaire, c'est en 1832, et c'est un mec qui s'appelle Kraft Ebing, qui est un austro-hongrois, qui fait des recherches sur la sexualité et qui classe les pathologies sexuelles et les dysfonctionnements sexuels. Et qui se dit, qu'est-ce qui est bizarre dans la vie? Les gens qui ont une libido exagérée, donc ça fait partie des malades. Les gens qui n'ont pas assez de libido, ce qu'on appelle les asexuels maintenant. Les personnes qui ont une libido dévoyée, donc les personnes homosexuelles qui vont vers pas le bon projet. Et les personnes qui ont une libido pour les personnes trop jeunes ou trop vieilles. Et donc ça, c'était la théorie de ce gars-là. Et donc il a écrit plein de bouquins sur l'homosexualité, ça a méga cartonné, ça s'appelle, je sais plus comment s'appelle ce bouquin, Psychopatho-sexualis, un truc comme ça, c'est en latin, figure-toi. Et donc ce truc a fait un pur carton, et il a insufflé l'idée que l'homosexualité était une pathologie, était une perversion. Et plein de gens ont repris ça. Ça a été un argument politique même. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on disait que les Allemands étaient des PD, et que ils baisaient tous entre eux, et que c'était typique des Allemands, et que les Français, et c'était pas, pour la Première Guerre mondiale plutôt, et que les Français, par exemple, pas perturbés, n'étaient pas touchés par le péché comme les Allemands, qui eux étaient homosexuels. Ou quand les Français ont colonisé l'Algérie, ils disaient que les Algériens étaient tous PD, parce qu'ils étaient trop proches. Ils étaient dans les hammams ensemble, il y a un rapport à la corporalité différent, tu vois, ils sont moins pudiques, donc ils se montrent trop entre eux, dans une France super catholique. Mais de tout temps, les hommes ont approché d'autres hommes, quoi. Oui, mais donc du coup, en fonction, tu l'utilisais aussi pour dire « Ah, regardez, c'est des pervers ». Et donc du coup, cette idée-là est arrivée jusqu'à Elio Di Rupo, qui est Premier ministre belge, je crois, en 2003, mais je ne suis pas sûr, et qui est le premier Premier ministre de l'histoire ouvertement homosexuel du monde, pas qu'en Belgique, et on l'a traité de pédophile, de pervers, et tous ces trucs-là, qui sont des vieilles idées du 19e siècle, du 18e siècle, quoi, tu vois. Ouais, mais moi, je prends Jules César, par exemple, parce que pourquoi pas, mais je me dis, lui, c'était ouvertement, dès le début, il y a eu des relations avec le roi Nicodème, il y a des trucs, machin, c'était complètement admis, tu vois. Comment est-ce qu'on passe d'un truc où en fait, c'est admis d'être homosexuel à toute une génération où, en fait... J'ai l'impression, c'est peut-être un petit peu trop simple, mais... J'arrive. Je vais te chercher une bière. Tu as Constantin, l'empereur romain, qui adopte la religion catholique au 5e siècle, je crois. Ouais. Et à ce moment-là, ça devient l'Empire romain devient catholique de plus en plus, donc il impose la religion. Il ne laisse pas le choix aux gens. Et donc l'idée de l'homosexualité est rejetée particulièrement en plus beaucoup dans la religion catholique, plus que dans les autres. Ouais. Et donc après, la société a... Merci. À circuler avec toute cette... Tu veux que je la boive vite? À ta guise. Je peux fumer. Donc c'était devenu plus... le catholicisme a transporté cette homophobie, à mon avis, dans la société romaine après, qui en plus s'est écroulée. Ouais. Enfin, celle d'Occident. Et donc du coup... Après, ce mode de vie, mais après c'est très compliqué d'avoir beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des gens à l'époque, hein, mais ce mode de vie n'a plus été accepté, mais par contre, apparemment, c'était vraiment toléré dans énormément de royaumes du monde, avant, même récemment, quoi. Bah c'est ça en fait, là où j'ai vraiment un problème, c'est qu'il y a vraiment un moment où c'est toléré, puis après c'est vu comme étant une perversion. Et puis du coup, on en est là, quoi. Je veux dire, par exemple, à Bruxelles, est-ce que tu sais quelles sont les grandes luttes qu'il y a eu pour les personnes homosexuelles, lesbiennes, transgenres C'est que tu veux dire quoi, les grandes luttes? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu des avancées majeures? Alors, ce qui est particulier en Belgique, c'est que l'homosexualité n'a jamais été interdite. Parce que la Belgique est un pays récent, et que... Il y a des pays où c'est... Ouais, oui, 64 pays. Ouais, même plus que ça. Plus de 70 pays, mais... En France, c'était interdit. Jusqu'en 1982, je crois. C'était illégal d'être homosexuel. Mais on mettait plus les gens en prison. Okay. Et donc à la Révolution française, on a supprimé le délit d'homosexualité en 1791, je crois. Ouais. Et la Belgique a arrêté de ça. Et donc n'a jamais remis une loi qui interdisait l'homosexualité dans sa constitution ou dans son code pénal. La France en a remis une, notamment avec Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, la Belgique
non seulement donc, elle n'avait pas de loi, mais en plus, elle n'a pas transposé ces lois dans les pays qu'elle a colonisés. Donc, en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi, il n'y avait pas ce n'est pas interdit d'être homosexuel dans la loi parce que la Belgique ne l'a pas transposé. Alors que la France l'a transposé au Cameroun, au Maroc, en Tunisie, dans plein de pays. Donc, les lois africaines, la majeure partie des lois africaines qui interdisent l'homosexualité, c'est des lois coloniales, héritées des empires coloniaux. Sauf au Burundi, ils en ont rajouté une en 2003. Mais bon, et donc, du coup, la Belgique avait dépénalisé l'homosexualité, mais on utilisait quand même des articles du code pénal comme atteinte aux bonnes mœurs, tu vois, ou exhibition sur la voie publique, des trucs comme ça, pour arrêter les homosexuels. Mais il n'y avait pas de délit d'homosexualité. Ok. Le seul truc qu'il y a eu, c'est qu'il y avait l'âge de la majorité sexuelle qui était différent. Ok. Donc l'homosexuel était majeur sexuellement à 21 ans et les hétéros à 18 ans, un truc comme ça. Alors après, il y a eu un grand moment où il n'y avait pas de loi, mais il n'y avait pas rien qu'interdisait, mais pas non plus d'avancée, quoi. Ouais. Puis en 2003, il y a eu le mariage pour les homosexuels, donc c'est quand même il n'y a pas longtemps. Hein. Moi j'avais, quel âge en 2003 J'avais 16-17 ans, quoi. Et les homosexuels ont pu se marier. Et puis, avant ça, en 2000, les homosexuels pouvaient commencer à travailler dans l'armée. Avant, c'était interdit, comme aux États-Unis. Les États-Unis, c'est Obama qui a retiré ça, je crois. Donc c'est vraiment hyper récent. Et puis, en 2006, l'adoption pour les personnes homosexuelles. Et donc, ça, c'était aussi une révolution à mort. Bizarrement, ça n'a pas fait beaucoup de bruit en Belgique, alors que ça fait un méga tollé en France, par exemple, ou dans d'autres pays. Ouais. Mais en Belgique, ça n'a vraiment passé comme une lettre à la poste. Et donc, on a été le deuxième pays du monde à proposer le mariage. Est-ce que tu penses qu'on est plus ouvert sur cette question ou pas du tout? Oui, je pense, vraiment. Ok. En fait, pas forcément que la Belgique, hein, mais les Pays-Bas, la Belgique, les pays scandinaves, le Royaume-Uni aussi, certains pays sont assez progressistes là-dessus. Tu sais pourquoi? C'est difficile à dire, mais c'est une très bonne question. Mais non, je termine juste dans les dates. Donc, du coup, après, tu as 2007, une loi pour les personnes trans, mais qui est affreuse, qui leur demande, comme je te disais, de faire des opérations, d'être stérilisées carrément. Et puis, ça a été changé en 2017. Bon, on va encore la changer. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres lois? Il y a des lois anti-discrimination aussi en 2003. Donc, il est interdit maintenant d'insulter, d'agresser, de tuer, évidemment, mais d'avoir une action anti-homosexuelle ou anti-personne trans. Il y avait une loi antiraciste en 1981, mais en 2003 seulement, il y a des lois contre les personnes LGBT, enfin contre la violence envers les personnes LGBT. Et puis il y a eu quoi? Il y a eu le fait que les femmes, ça devient un peu plus technique, mais les femmes lesbiennes maintenant peuvent faire des procréations médicalement assistées, donc une fécondation in vitro depuis toujours, ça n'a jamais été interdit. C'est toujours pas possible en France, mais ça n'a jamais été interdit en Belgique. Et donc là, la maman, quand une des mamans porte l'enfant, l'autre maman est automatiquement la maman officielle. Ça, c'est depuis 2014, je crois. Je suis plus sûr. Mais bon, donc, ou 2016, enfin, en tout cas, voilà. Donc, on est en train d'affiner le truc et ça devient vraiment méga chouette au niveau législatif. Mais pourquoi est-ce que la Belgique est mieux? La Belgique n'est pas mieux, mais il y a un degré d'homophobie qui, à mon avis, est plus bas que dans la moyenne du monde. Enfin, du monde, c'est sûr, mais même dans la moyenne européenne. Ok. Parce que, par exemple, il n'y a aucun parti politique en Belgique qui s'oppose aux droits des LGBT. Ouais. Même pas le Vlaams Belang. J'ai un million de questions encore une fois. Tu vois, ils vont pas... Alors, ils l'utilisent, ils l'instrumentalisent contre les personnes immigrées, contre les personnes musulmanes, en disant l'immigré est contre l'homosexuel, donc ils sont dangereux, ne les laissons pas rentrer. Mais par contre, donc ils défendent les homosexuels dans leur tête, quoi, mais ils critiquent pas l'avancée. Alors, soit ce qu'ils appellent la théorie du genre, un truc comme ça, ils sont quand même... Mais en général, ouvertement, c'est très mal vu en Belgique de critiquer les LGBT. Ouais, mais c'est ça qui m'a surpris, c'est quand il y a eu la Gay Pride, tous les partis étaient là. C'était surprenant en fait de se dire que mais qu'est-ce qui fait comment ça se fait que la Belgique est aussi gay friendly, je veux dire ça comme ça. Oui. Moi c'est pas, c'est tant mieux, hein, on va pas. Oui, mais qu'est-ce qui explique, tu vois? Parce que si on arriverait à l'expliquer, on pourrait le transmettre dans d'autres pays, enfin tu vois, ou d'autres pays pourraient s'en saisir pour pouvoir évoluer, enfin je sais pas. Mais est-ce que tu lis, donc ça c'est vraiment une question que je me pose. La deuxième question c'était la question, parce que dans LGBTQ+, machin, déjà c'est très compliqué, j'ai l'impression que c'est... mais est-ce que la question des trans... Moi j'ai une question. Est-ce que la question... Je vais te poser tout d'un coup ça comme ça, ça finit. Est-ce que la question des trans, tu les lis au même que la question des gays ou des lesbiennes
Parce que c'est souvent, nous, c'est souvent des trucs qui arrivent par après, tu vois. Par exemple, moi, j'ai une amie qui ne se définit plus en tant que genre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais, c'est tout nouveau, quoi. J'ai l'impression que c'est tout nouveau, ce besoin